Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de tropes, ces fameux schémas narratifs qu'on retrouve encore et encore dans les romances. Certains me font courir vers le livre, d'autres me font fuir en courant, et j'ai décidé de les classer en 5 catégories. Du coup de cœur assuré à je skip direct. Spoiler alerte, c'est ultra subjectif, donc si je déteste un trope que vous adorez, on respire et on en parle calmement en commentaire. Et ouais. Hello YouTube! On va commencer maintenant. Lui, il est déjà approuvé dès le début du livre. On va commencer tout de suite avec le premier trope, et c'est Enemies to Lovers. C'est pour moi le trope suprême. Rien de plus satisfaisant que de voir deux personnages se détester au début, se lancer des piques, être incapables de se supporter jusqu'à ce que les sentiments percent. Ce trope fonctionne parce qu'il y a une vraie tension dramatique et une évolution crédible pour les personnages. Pour citer quelques exemples, on aura Akotard de Sarah J. Maas, mais aussi Le Prince Cruel de Holly Black ou encore L'As de pique de Morgane Moncomble. Le deuxième, c'est Friends to Lover, et là on a de la complicité, on a des petites attentions, on a l'amour qui s'installe sans qu'ils ne s'en rendent compte. Puis il y a le moment fatidique où tout change. C'est doux, c'est touchant, et souvent ça brise un peu le cœur, mais dans le bon sens. Et là comme exemple j'aurai Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Donc ça va dans la première catégorie. Ensuite on a Rival to Lover, et moi je trouve que c'est similaire à Enemy to Lover, mais ici c'est plus souvent lié à la compétition, que ce soit entre deux collègues, entre deux camarades, deux étudiants, entre deux artistes, et c'est sympa quand la rivalité est équilibrée, mais parfois ça devient toxique. Comme exemple, je pourrais vous donner The Hating Game de Sally Thorne, ou alors Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. C'est un trope que j'apprécie beaucoup, mais pas de là à le mettre dans mon coup de cœur ultime. Du coup, je le mettrai dans la deuxième catégorie. Alors, le suivant, Stranger to Lover. Là, ça va être une rencontre spontanée qui change tout. C'est beau et parfois, j'ai du mal à y croire parce que ça va trop vite. Il me faut vraiment un développement derrière l'attraction initiale parce que sinon, c'est compliqué. Comme exemple, je pourrais donner Jamais plus de Colleen Hoover. Comme vous avez pu le constater, c'est un trope que j'aime beaucoup, mais pas toujours. Donc, deuxième catégorie. Ensuite, on a le Seconde Chance. C'est quand deux personnes ont une histoire commune, un passé douloureux, et qu'ils se retrouvent des années plus tard. Il y a tellement de regrets, de tensions, de cicatrices à penser. J'aime quand le pardon devient un acte d'amour, mais en même temps, il y a des choses qui me dérangent. Comme exemple, je peux vous donner Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, sachant que ce n'est pas une seconde chance amoureuse, mais c'est quand même une seconde chance parce que ils ont un passé douloureux ensemble. Et celui-ci, il est très bien fait. Donc je pense que le seconde chance, je le mettrais dans sa passe si c'est bien fait. Parce qu'il faut justifier le pourquoi ils se remettent ensemble après ces années de pause. Ensuite, on a Amour à sens unique. Et là, moi non. J'aime pas quand un personnage se détruit pour quelqu'un qui ne l'aime pas du tout. Non, je skip direct. Ensuite, on a le triangle amoureux. C'est très risqué. J'ai besoin que les deux prétendants soient crédibles, que les sentiments soient nuancés. Sinon, c'est juste frustrant ou bâclé. Ça peut être problématique, ça peut être cliché, trop cliché. Là, j'ai plein d'exemples à vous donner, des bons et des moins bons. Par exemple, dans Twilight, le triangle amoureux entre Edward, Jacob et Bella, il est très mal fait. Il est même problématique des fois. Par contre, on a L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, où là, le triangle amoureux, il est sympa. On ne sait pas trop avec quel frère elle va finir. C'est pareil dans The Vampire Diaries, où on sait pas si Elena va finir avec Damon ou avec Stéphane. Et il y en a un dans la sélection de Kierakas. Dans ce livre-ci, je le trouve inutile. Du coup, je le mettrai en troisième catégorie. Ensuite, on a Forbidden Love, et juste à côté, on a Relations secrètes. Les deux, je vais les mettre ensemble parce que j'ai du mal avec les contraintes extérieures, même si il y a des bonnes choses. Forbidden Love, c'est-à-dire que c'est un amour impossible, donc ça va être soit le trope de Roméo et Juliette, donc vraiment tout ce qui est famille qui ne veut pas qu'on sorte ensemble, etc. Et Relations secrètes, je trouve que Relations secrètes, c'est un trope à côté.
c'est un second trope. Parce que ça va être... on est en relation secrète parce que... Et il y a ce truc-là. Donc, relation secrète parce que tu es le meilleur ami de mon frère ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, relation secrète en lui-même n'est pas au premier plan à chaque fois. Donc, ces deux-là, je pense que je vais les mettre dans la 4e catégorie. Suivant, fake dating. Donc là, on prétend être ensemble pour X ou Y raison. Et bien sûr, on finit par tomber amoureux pour de vrai. Ce que j'aime ici, c'est le jeu entre le faux et le réel. Les regards qui deviennent trop intenses, les petits moments qui basculent. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc elle sera dans le petit i. Et je parle de ce trope vraiment en long et en large. Et là, comme exemple, j'ai à tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han ou alors l'effet boule de neige de Clara Hero. Et bien évidemment, il va tout en haut. Ensuite, on a slow burn. Et j'aime quand la tension monte lentement, quand les sentiments prennent le temps d'émerger. Mais il faut que ça vaille l'attente. Sinon, je m'impatiente. J'aime beaucoup, mais pas toujours, parce que il est pas tout... C'est pas un trope principal, c'est un trope secondaire qui va avec le fake dating ou avec le enemy to lover. Enfin, vraiment, c'est, je pense, ce trope-là, je peux l'associer avec, pour le moment, les 3 tropes que j'ai mis en haut. Donc voilà. Ensuite, on a coup de foudre. Et là, en fait, j'ai besoin que l'attirance soit instantanée, mais pas l'amour. Il y a une différence entre on est attiré physiquement l'un par l'autre et on est attiré amoureusement l'un par l'autre. C'est pas le je t'aime après 2 jours, c'est vraiment il y a une attirance physique, psychique, et ensuite il y a l'amour qui joue de ça. Et comme exemple de coup de foudre, on peut parler de One Day de David Nichols. Je pense que le coup de foudre, je le mettrais en 3e catégorie. Ensuite, on a Friends with Benefits, et juste à côté, on a grossesse accidentelle, donc c'est pareil, je vais les regrouper dans la même catégorie, donc je vais en parler en même temps. J'ai du mal à croire la transition vers l'amour sincère, sauf quand il y a un basculement émotionnel pour tout ce qui est Friends with Benefits, tout ce qui est sex friends, etc. Je peux comprendre que le sexe rapproche des gens, mais il faut que ce soit bien écrit. J'ai pas d'exemple là en réfléchissant à ce trope-là. Ensuite, pour grossesse accidentelle, c'est très difficile à écrire. Ça peut tomber dans le cliché ou alors être une solution un peu de facilité au lieu d'un vrai développement. Et là, ces 2 tropes-là, je vais les mettre dans pas trop mon truc. Mais parce que j'ai pas encore trouvé le coup de cœur, donc voilà. Ensuite, on va parler d'Amnesia Romance. Donc là, c'est un personnage qui perd la mémoire, on lui a effacé des souvenirs cruciaux d'une relation passée, par exemple. C'est un trope qui peut être très puissant quand il est bien exploité. Et c'est vraiment le genre de trope qui joue à fond sur nos émotions. Un exemple que là, moi j'ai vu en tant que série, mais je sais qu'il y a en livre, c'est Nous les menteurs. Et là, l'amnésie, elle est vraiment au cœur de l'intrigue et du plot twist final, et c'est vraiment incroyable. Donc, Amnesia, je vais le mettre dans la 3e catégorie. Ensuite, on va parler de Grumpy Sunshine. Et là, c'est vraiment la dynamique qu'on adore retrouver en romance. D'un côté, on a vraiment le personnage renfermé, bougon, parfois cynique, donc le Grumpy. Et de l'autre côté, on va avoir le rayon de soleil, toujours optimiste, plein d'énergie, de bienveillance, donc le Sunshine. Et c'est un trope qu'on adore. Il va partir en 2e catégorie. Et par contre, là... j'ai pas d'exemple à vous donner parce qu'il y en a tellement que voilà. Ensuite, on a le bad boy good girl. Je l'ai trop vu. Et souvent, il a été un peu malsain. Même s'il y a une vraie vulnérabilité derrière le bad boy et que la fille n'est pas si naïve que ça, là, je pourrais être touchée. Mais on va avoir genre After, qui est l'exemple, je pense, type du bad boy good girl, qui est très mal réalisé, avec un bad boy tumultueux et une héroïne ridiculement naïve et innocente. Vraiment, c'est pas possible. Donc ce trope, je l'ai mis en 3e position, parce que s'il est bien fait, ça peut fonctionner. Ensuite, on a le Golden Retriever avec le Black Cat. Et donc là, c'est vraiment un contraste entre les 2 personnages qui sont doux, lumineux, enthousiastes, et de l'autre côté, beaucoup plus froid, sarcastique, réservé. Ça crée vraiment des scènes adorables, et c'est un peu, je trouve, la même chose que le Grumpy Sunshine, donc je vais le mettre en 2e catégorie. Tout comme le prochain, donc Small Town Romance, parce que j'adore l'ambiance cosy, avec les voisins qui se mêlent de tout, le retour aux sources. J'adore l'idée de communauté, mais sans que ça fasse trop cucu, etc. Et donc, 2e catégorie. Ensuite, on a Workplace Romance. En particulier, quand il y a une hiérarchie, je trouve ça gênant, malsain, c'est pas possible. Quand c'est un patron et un employé, ça va pas du tout. Et je mets dans Workplace Romance aussi tout ce qui est romance avec un étudiant et un prof. Dès qu'il y a une position de supériorité, je n'aime pas vraiment. Sachant que j'ai quand même réussi à avoir un coup de cœur en romance prof-élève, mais j'ai pas eu de coup de cœur pour la romance. Mais en exemple de Workplace, j'aurais The
Hating Game du coup, qui est bien dosé. Ils ont pas vraiment le truc de supériorité, c'est vraiment juste ils sont collègues. Et ensuite on a Fifty Shadows qui là est problématique parce qu'il a vraiment un ascendant sur elle qui est pas possible. Donc la plupart du temps les workplace romances je les skip direct. Ensuite alors les deux prochaines elles sont dans la même catégorie donc je vais en parler maintenant. On a Royalty romance et romance universitaire. Pour ce qui est des romances royales à peu près, on va avoir le rêve des contes de fées. J'adore quand c'est ancré dans le réel avec des enjeux politiques ou des contraintes, mais si c'est juste le prince tombe amoureux de la fille banale, je passe mon chemin. Là on a comme exemple Red, White and Royal Blue de Casey McKiston. Pareil pour la sélection de Kiraka, ça se passe dans un château etc. C'est vraiment on a tout le décor de la royauté etc. Et pour le moment j'ai pas encore vu de livre qui m'a déçu avec ce trope. Donc c'est pour ça qu'il va être dans la même catégorie que romance universitaire, je garde le suspense. Donc là c'est l'université qui donne un cadre riche entre découverte, indépendance, les premières vraies histoires, mais c'est parfois trop jeunesse ou mal dosé côté drame. On a par exemple tout ce qui est les deux sagas de Hayley Kennedy, donc Off Campus et Briar University, qui sont vraiment cool. Et ensuite on a aussi les Campus Driver de CS Quill, qui pareil rentrent dans la catégorie, comme vous devez vous en douter, ces deux catégories, donc Royalty romance et romance universitaire vont dans la deuxième catégorie parce que c'est des pépites. Alors, ensuite on a les romances de vacances. On est ici dans un cadre un peu plus éphémère où les personnages restent loin de leur quotidien, mais on se pose toujours la question de qu'est-ce qui va se passer quand les vacances vont se terminer. Là l'exemple on va dire classique ça va être l'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, parce que Belly passe vraiment tous ses étés dans une maison au bord de la mer et on voit vraiment le cadre paradisiaque etc. Je dirais que je la rangerais dans la quatrième catégorie parce que c'est un trope vraiment secondaire. Je pense que la plupart du temps les romances de vacances il y a toujours vraiment des tropes devant qui explique le livre et qui donne envie de lire le livre. C'est pas parce que c'est une romance de vacances que je vais lire le livre. Ensuite, on a Road Trip Romance. Et là, l'idée c'est vraiment super fun parce que c'est un huis clos qui doit évoluer. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un huis clos parce que du coup, ils travaillent, ils nous font visiter, etc. Mais ils sont toujours ensemble dans un road trip. Genre, la plupart du temps, ça va être un petit van ou un truc comme ça. En vrai de vrai, j'ai pas d'exemple pour ce trope. Ça va être un trope que je vais mettre en quatrième catégorie parce que j'en ai pas encore vu et du coup n'hésitez pas à m'en donner au cas où. Ensuite on va voir les romances historiques et c'est pareil, ça va finir en quatrième catégorie parce que j'ai beaucoup aimé la chronique des Bridgerton de Julia Quinn ou alors même la série sur la reine Charlotte parce que ça s'appuie sur les codes des années d'avant, mais c'est pas trop mon truc non plus en fait. C'est très spécial. Bon, ensuite là on va enchaîner avec plein de tropes qui vont dans la même catégorie. Donc on a les colocataires et voisins, où là c'est vraiment le quotidien partagé qui peut créer de belles dynamiques. On enchaîne. Amis d'enfance. Là on va avoir nostalgie, souvenirs, des liens forts. Ça manque parfois de tension et pour moi c'est un trope secondaire. Ensuite on a le parent célibataire, donc là ça peut être vraiment extrêmement touchant si le lien avec l'enfant est vraiment bien écrit et pas juste utilisé comme obstacle à la romance. Comme exemple de bien écrit, j'ai Le secret de Noël de Amandine Farin, où vraiment là c'est trop cool. Ensuite on a Écart d'âge, donc là c'est pareil, si c'est bien traité pourquoi pas, mais je suis pas vraiment sensible à la question du pouvoir et du contexte. Donc oui. Et ensuite on a Les contraires s'attirent, et ici c'est vraiment des personnages qui peuvent être opposés surtout sur leur façon de vivre, leurs valeurs, leur origine sociale, leur métier, vraiment sur tout, et pourtant ils se cherchent, se confrontent, se complètent. Voilà, Les contraires s'attirent pour moi c'est un trompe secondaire, donc tous ces tropes pour moi ils vont en troisième catégorie parce que j'aime bien. Si c'est bien écrit, c'est parfait. Sinon, ben, bof. Ensuite, on a le Found Family. C'est vraiment un trope que j'adore. J'aurais pu le mettre dans la première catégorie, mais pour moi, c'est un trope secondaire. Donc, il ne mérite pas d'être tout en haut. Donc, je le mettrai dans la deuxième catégorie. Ensuite, on a Mariage arrangé. Et là, pour moi, trop d'histoires sont peu réalistes. Ou alors, ils glorifient des dynamiques plutôt malsaines. Après, il y en a quand même des bien écrits. Par exemple, il y a Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, que moi j'ai bien apprécié. Après, c'est pas toujours le cas et je pense que je vais pas acheter un livre pour le trope du mariage arrangé. Donc je vais le mettre en quatrième catégorie. Ensuite, on a deux tropes qui vont être bien évidemment au même endroit. Donc frère du meilleur ami et meilleur ami du frère. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est des tropes que j'aime énormément, qui peuvent vite devenir répétitifs si on leur donne pas de relief. Mais j'attends qu'on les twiste un peu, même si j'adore déjà. Et donc bien évidemment, je les mets dans la catégorie 2 parce que ça vaut pas ce qu'il y a dans la catégorie 1. Ensuite, on a les liens familiaux. Donc là,
trope de liens familiaux, je le vois plus comme demi-sœur de mes frères par alliance, des choses comme ça. Donc à contresens de Mercedes Ron ou alors d'Emily de Estelle Mascamé. Et donc là c'est plutôt délicat parce que ça peut vite mettre mal à l'aise. Mais si c'est bien amené avec une vraie réflexion, ça peut captiver. Donc je le mettrai en troisième catégorie. Ensuite on a la relation tuteur-pupille. J'ai pas trop compris. Je sais pas trop ça fait référence à quoi. Parce qu'en fait j'ai plein de choses dans ma tête et donc celui-là je vais pas le ranger dans les catégories parce que je sais pas vraiment comment le décrire. Ça peut être genre un parrain en université. Est-ce que c'est ça, tuteur pupille? Est-ce que c'est comme dans Hunger Games, Katniss, elle a un tuteur? Enfin, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais je sais pas. Donc pour le moment, je vais pas le ranger et dites-moi en commentaire ce que vous entendez, vous, par tuteur pupille, que je puisse savoir. Et donc le dernier, Healing Love, je sais pas trop. L'amour ne doit pas vraiment remplacer la thérapie et je sais pas si je peux vraiment apprécier ce genre de choses. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je pense que je vais le mettre dans je skip. Voilà mon classement. En vrai, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai mis. Bien évidemment, c'est un classement personnel. Si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et peut-être proposez-moi des livres de tropes que je n'ai pas forcément aimés. Comme ça, je pourrais peut-être me refaire un avis dessus. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye!